Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Un congrès en chasse un autre, alors que le Monaco Yacht Show a refermé ses portes sur le port Hercule. Place au luxe, pas qu'au Grimaldi Forum. Le tourisme d'affaires reprend des couleurs après de longs mois difficiles. C'est la tendance que nous confirmera la responsable du Convention Bureau de la direction du tourisme et des congrès, Christine Barabino. Un cadre unique, les Invalides à Paris, un moment inoubliable pour des élèves de terminale de l'établissement François d'Assise Nicolas Barré. Ils ont participé ce week-end aux Olympiades de la jeunesse à l'occasion du centenaire de la Société des membres de la Légion d'honneur. Le bilan de la journée du patrimoine, couplé cette année à la première journée du matrimoine. Les visiteurs étaient au rendez-vous. Nous nous sommes rendus notamment à la roseraie Princesse Grace où étaient concentrées de nombreuses activités. Nous vous emmènerons à bord de la Louise, ce bateau qui va prendre la mer à destination de l'Antarctique avec à son bord des étudiants de l'école Normale Sup en partenariat avec le Centre scientifique de Monaco. Une salle debout, de longs applaudissements. Hier a été donné un concert de l'Orchestre Philharmonique en hommage à celui qui l'a dirigé pendant de nombreuses années et qui s'est éteint cet été, Gianluigi Gelmetti. Au chapitre sportif, la victoire de l'ASM-FC qui est sur une belle lancée en championnat de Ligue 1. Les footballeurs l'ont emporté 3-1 face à Clermont-Ferrand. Et puis une formule qui séduit. Après une première édition lors du Grand Prix de Formule 1, un deuxième grand dîner était organisé samedi soir au Castel Rock avec des stars des réseaux sociaux et de la télé. Mais pour débuter ce journal, cette belle initiative à laquelle ont pris part des lycéens de Monaco, les Olympiades de la jeunesse, pour marquer le centenaire de la Société des membres de la Légion d'honneur. Vanessa Dessy y a assisté dimanche. Les images sont signées Thomas Deus. Plus de 1000 jeunes venus de toute la France sont réunis ici à l'Hôtel National des Invalides afin de se challenger à l'occasion des Olympiades de la jeunesse. Des élèves d'FANB se sont lancés le défi d'y participer. C'est une compétition au travers de jeux ludiques, mais surtout l'occasion de célébrer le centenaire de la Société des membres de la Légion d'honneur. C'est un peu la concrétisation de ce que nous faisons auprès de la jeunesse. Ça fait partie de nos missions de la Société des membres de la Légion d'honneur. Donc il y a les valeurs à préserver, le prestige, les anciens, comme l'a rappelé le grand chancelier, qu'on aide bien sûr, mais également on essaie de tisser un lien social entre les différentes générations, etc. Et la chance, c'est que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, environ 600 comités sur le territoire national. Donc la France, la métropole des Outre-mer et puis 60 pays étrangers. Et parmi ces pays, Monaco est représenté depuis 100 ans cette année. La Société des membres de la Légion d'honneur contribue au renforcement de la cohésion nationale avec un lien social sous toutes les formes, une valeur que souhaite véhiculer la principauté auprès de ces jeunes. C'est une prise de conscience des valeurs de la Légion d'honneur et pour nos jeunes, c'est très important. C'est-à-dire le mérite, l'engagement, la solidarité, le respect, la responsabilité, tout un lot de valeurs indispensables dans la vie de tous les jours, pour soi, pour autrui. La compétition individuelle a été lancée en mai dernier sur une plateforme numérique dédiée et accessible via le site internet de la SMLH. C'est la direction de l'éducation nationale qui nous a proposé aux élèves de Monaco, donc à la fois à Albert Ier et à François d'Assise Nicolas Barré. Et on a tout de suite trouvé des élèves qui étaient enthousiastes et on a constitué une équipe très vite à FANB. Du coup, on représente ici Monaco. 8 élèves d'FANB ont donc été sélectionnés pour la compétition à Paris. 6 filles, 2 garçons de terminale spécialisés en géopolitique. Chaque équipe a été invitée à visiter 6 stands parmi les 80 partenaires de l'opération et à participer à des conférences-débats sur des thèmes de solidarité et de valeurs d'engagement. C'était vraiment super intéressant, on a appris plein de choses. Les activités, elles étaient vraiment top. Il n'y a pas eu une activité en plus qui m'a marqué, mais elles étaient vraiment chacune unique et qui représentaient chacune à leur façon la France. Ça a aussi permis de nous lier plus nous dans le groupe aussi,
parce qu'on ne se connaissait pas tous forcément très bien, donc on s'est vraiment bien amusé, ça nous a permis de nous lier un peu plus, voilà. Ça a créé des liens humains. Moi je passais un bon week-end avec tout le monde, là, avec les 7 autres participants, parce qu'avant je ne les connaissais pas trop non plus, mais on a pu se rapprocher. Sans cette cohésion, on n'aurait jamais pu faire tous les ateliers ensemble, en fait, sinon on n'aurait pas pu réussir les épreuves qu'ils nous demandaient si on était tout seul. On a appris comment faire un massage cardiaque, et c'est pas des opportunités qu'on a chaque jour. Donc personnellement, je suis vraiment reconnaissante qu'on ait pu faire ce voyage. Ces Olympiades de la jeunesse auront permis de rappeler l'histoire de la France et de véhiculer ses valeurs et sa culture. Les femmes et le patrimoine, c'était le thème de la 26e journée européenne du patrimoine. Une édition qui marque également le lancement de la première journée du matrimoine afin de valoriser le rôle des femmes qui ont forgé notre héritage historique, artistique et intellectuel. De nombreux lieux emblématiques étaient ouverts au public, comme la bibliothèque irlandaise Princesse Grace, le lycée Albert Ier, la chapelle privée et les jardins de l'archevêché ou encore le Conseil national où un concert a été donné, vous le voyez sur ces images, par la jeune Samy Amato-Marsan dans l'hémicycle. Enfin, à la roseraie Princesse Grace, le comité des droits des femmes y proposait une exposition que vous font découvrir Fabien Bonilla et Pierre Ghiazza. Qu'elles soient du XVIIe ou du XXIe siècle, elles ont marqué leur époque et leur domaine, culturel, scientifique, sportif ou encore politique. Eh bien, elles sont mises à l'honneur à la roseraie Princesse Grace jusqu'au 15 octobre par le biais de l'exposition « Femmes remarquables de l'histoire monégasque ». 15 femmes aujourd'hui disparues qui se sont illustrées en principauté, la princesse Louise Hippolyte, la princesse Charlotte, Anne-Marie Campora, Colette, Joséphine Baker, Suzanne Lenglen et j'en passe. Cette exposition est à l'initiative du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. C'est une exposition qui permet au public de découvrir ou de redécouvrir un certain nombre de personnages et puis de donner aussi à voir des modèles variés et inspirants pour que chacun et chacune puisse se projeter finalement au travers de ces femmes. C'est une exposition pédagogique aussi et donc en fait toutes les informations sont disponibles via un QR code qui est apposé sous le portrait de chaque personnage et qui renvoie ensuite sur une page internet où on peut lire la biographie complète de la personnalité en français et en anglais. La journée européenne du patrimoine a permis également de bénéficier de visites guidées au sein même de la roseraie, effectuées par des spécialistes de ces plantes aussi belles que piquantes, sans oublier un atelier où petits et grands pouvaient s'essayer à la création de tableaux végétaux. On a souhaité mettre en valeur le travail que faisait la Princesse Grace sur les tableaux végétaux et donc on propose aux familles de réaliser une composition végétale à la manière de la princesse. Et là, qu'est-ce que vous avez vu jusqu'à présent ce matin? Il y a des trucs sympas? Oui, très sympa et autant les petits que les grands, papa, maman et c'est ça qui est intéressant. Il y a même des personnes qui sont venues spécialement pour faire ça. Donc non, on est satisfait malgré le temps. Et pour clore cette journée pluvieuse, à la roseraie, un concert a été donné par l'orchestre municipal de Monaco. Concert pluvieux, concert heureux visiblement. Et s'il y en a qui retrouvent aujourd'hui le sourire, ce sont les professionnels du secteur du tourisme d'affaires. On le voit à Monaco depuis le début du mois de septembre, les congrès sont nombreux. Le Monaco Yacht Show a fait le plein la semaine dernière et ça fourmille au Grimaldi Forum où débute le Luxe Pack. C'est sur le parvis du centre de congrès que nous retrouvons la responsable du Convention Bureau. Bonsoir Christine Barabino. Bonsoir Patricia Navarro. Vous nous le confirmez, on le devine derrière vous, le secteur du tourisme d'affaires reprend des couleurs à Monaco. Oui, le voyage d'affaires reprend des couleurs et les acteurs de l'événementiel sont très heureux de voir des congressistes contents d'être à Monaco avec le sourire et de se retrouver en présentiel. En 15 jours, la destination accueille 3 événements majeurs avec un rayonnement mondial dans leur secteur d'activité, ce qui confirme que Monaco est une destination d'affaires incontournable. Le mois d'octobre est également prometteur avec notamment Sportel, les assises de la sécurité et e-commerce. Il est important de préciser que ces clients sont fidèles à la principauté depuis de nombreuses années et qu'ils ont souhaité revenir à Monaco dès la reprise d'activité.
Jusqu'à quel point, Christine, le secteur du tourisme d'affaires a-t-il été atteint par la crise? Nous étions passés vraiment de tout à rien? Alors, il faut savoir qu'en 2017, les groupes d'affaires représentaient 27% des chambres vendues dans les hôtels de la Principauté. Malheureusement, depuis le printemps 2020, les événements professionnels sont quasiment à l'arrêt. Aujourd'hui, grâce à une situation sanitaire qui devient favorable et à la mise en place du pass sanitaire, l'appétence au voyage est à nouveau là et le besoin de se réunir également. Oui, comment vous expliquez cette belle reprise? Parce qu'il n'y a pas que la crise qui semble marquer une pause à la faveur de cet automne. La destination Monaco, les atouts en termes d'infrastructure aussi vont rendre le redémarrage peut-être plus rapide qu'ailleurs? Oui, dès le début de la crise, le Convention Bureau et tous les partenaires de la destination, le Grimaldi Forum, les établissements hôteliers, les agences réceptives et tous les prestataires de la filière se sont mobilisés pour maintenir ce socle, pour sécuriser ce socle de clients fidèles qui est absolument nécessaire à la reprise de notre secteur. La fin des jauges annoncée par le gouvernement vendredi, c'est un atout indéniable pour une reprise pérenne. En effet, Patricia, l'assouplissement des mesures sanitaires annoncées vendredi est très encourageant car dans le contexte actuel, la concurrence est particulièrement accrue en période de reprise d'activité. L'évolution de la jauge capacitaire est une réelle avancée. Les organisateurs sont à présent rassurés. Ils se projettent sur des formats d'événements comme ils avaient l'habitude d'organiser en 2019. Vous parlez de ces formats d'événements, mais l'un des grands enseignements de la crise, c'est que le distanciel a pris une ampleur très importante. Est-ce que cela ne risque pas de devenir la norme et de rendre peut-être plus difficile la reprise des congrès tels qu'ils étaient avant, par exemple en 2019 ? Alors, nous sommes nombreux à avoir participé à des événements virtuels qui ont montré la limite de la formule, ce qui est plutôt rassurant pour les événements en présentiel. Bien sûr que l'hybridation fera désormais partie des formats de manifestation puisqu'elle permettra d'atteindre de nouvelles communautés, d'augmenter les communautés, mais le souhait d'être en présentiel est plus que jamais là et les congressistes ont une attente très accrue quant à la destination qui les accueille en termes de valeur. En ce qui concerne Monaco, Monaco est reconnu à l'échelle internationale pour sa sécurité, tant physique que sanitaire, pour son service sur mesure, pour son savoir-faire et bien sûr pour son engagement éco-responsable. Mais est-ce que la demande a évolué avec la crise en matière de tourisme d'affaires ? Alors les demandes pour 2022 et au-delà s'intensifient. Le marché prioritaire reste la France. Mais il faut observer également que les marchés européens et les États-Unis sont très actifs. En ce qui concerne les marchés asiatiques, qui historiquement sont minoritaires en tourisme d'affaires, ils redémarreront plutôt en 2023. Mais lorsque l'on parle de cette clientèle, bien évidemment, ce sont de très grands groupes que vous recherchez. Nous recherchons des très grands groupes, nous recherchons des associations internationales. Nous continuons à prospecter les secteurs porteurs pour Monaco, l'innovation, l'IT, le médical, toutes les valeurs structurantes de notre destination. Christine Barabino, responsable du Convention Bureau de la direction du tourisme et des congrès. Merci pour cet éclairage sur la reprise dans le domaine du tourisme d'affaires. Merci Patricia Navarro. Elle était à Paris dimanche et elle est avec nous aujourd'hui en plateau pour développer les grands titres de l'actualité sportive. Débutons par du football et une victoire qui confirme la bonne forme de l'ASM FC, Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. En déplacement à Clermont-Ferrand ce dimanche à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a enchaîné un 4e match consécutif sans défaite en s'imposant 3-1. En Ligue 1, les hommes de Niko Kovac devront poursuivre sur cette belle série dimanche prochain au Stade Louis II face à Bordeaux. Retour sur le Grand Prix de Formule 1 de Sochi.
Lewis Hamilton en sort grand vainqueur. Ce dimanche, le Britannique est devenu le premier pilote à franchir la barre des 100 victoires. En revanche, le week-end a été compliqué pour Charles Leclerc. Dès le jeudi, le Monégasque est parti en fond de grille suite à un changement de système hybride. De nouvelles pièces très importantes puisque ce sont des améliorations que Ferrari utilisera en 2022. Malgré un départ fulgurant, mais avec des gommes médium sous la pluie, Charles Leclerc finit 15e. Prochain rendez-vous F1, le Grand Prix de Turquie le dimanche 10 octobre. Et enfin, nous connaissons désormais la destination de Mathias Le Sort, le basketteur, l'un des grands artisans de la victoire monégasque en Eurocup, s'est engagé pour les 2 prochains mois avec le Maccabi Tel Aviv. Sans club depuis la fin de la saison dernière qu'il a passé à Monaco, Mathias Le Sort vient de s'engager pour 2 mois au Maccabi Tel Aviv. Le pivot français va donc démarrer la saison d'Euroleague contre l'AS Monaco et le Bayern de Munich, ces 2 derniers clubs. À noter, ce jeudi, les Monégasques joueront leur premier match historique pour le club face au Panathinaïkos en championnat Euroleague à la salle Gaston Médecin. Rendez-vous est pris, nous y reviendrons largement sur l'antenne. Expédition Antarctique 2.0 degrés, c'est le nom de code du projet de plusieurs étudiants menés en partenariat avec le Centre scientifique de Monaco. Le prince Albert II les a rencontrés à quai devant le Yacht Club de Monaco, à bord de la Louise, le bateau qui va les amener à bon port. Les explications de Fabien Bonilla sur des images de Serge Prémont. Une goélette de 19 mètres de long et 4,80 m de large. À la barre, Thierry Dubois, ancien coureur du Vendée Globe. Ce voilier est conçu spécialement pour les croisières dans les pôles. Et ça tombe bien, sa prochaine destination, l'Antarctique, avec 6 étudiants des écoles normales supérieures, ainsi qu'une responsable du département biologique polaire du Centre scientifique de Monaco. Le prince Albert II est venu s'entretenir avec ce futur équipage en marge du Monaco Yacht Show. Sur place, ces étudiants effectueront des prélèvements selon des protocoles bien définis. Chacun a son propre objectif déjà scientifique et personnel, mais l'objectif commun, c'est vraiment d'étudier l'impact de l'homme sur les écosystèmes atlantiques et austraux. Ces données, en fait, sont uniques et vont être traitées de la même manière que tous les projets finalement qu'on développe, par exemple au département de biologie polaire. Donc avec quelque chose, une question, une hypothèse, un protocole très strict et seront analysés dans le cadre d'un master, puis d'une thèse, et avec la publication, bien évidemment, de nos données scientifiques dans des journaux internationaux de rang élevé. Donc ça, c'est les objectifs scientifiques. Il y a bien sûr les objectifs personnels, donc humains, déjà se tester dans de telles conditions, et aussi tester notre passion pour la science et peut-être se projeter dans la carrière de chercheur de terrain. Une expédition, une aventure scientifique et humaine dans des conditions extrêmes. Le grand départ est prévu début octobre de Marseille vers la péninsule antarctique pour une durée d'environ 6 mois, dont 1 mois et demi en pleine mer sans toucher terre. Il est décédé en plein cœur de l'été à l'âge de 75 ans. L'Orchestre Philharmonique a rendu hommage dimanche à celui qui l'a dirigé de 2012 à 2016, Gianluigi Gelmetti. José Sacré, Serge Prémont et Louis Borgia étaient dans l'assistance. Concert ouverture de la nouvelle saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 26 septembre à l'Auditorium Régnier 3 avec le prestigieux London Symphony Chorus, 4 solistes et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Le prince souverain et la princesse de Hanovre, présidente de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ont assisté à ce concert dédié au maestro Gianluigi Gelmetti, décédé récemment. La veuve et la fille du regretté chef d'orchestre étaient présentes également à cet hommage. Le maestro Yamada nous a confié qu'à l'âge de 16 ans, il avait été fasciné par la direction d'orchestre en assistant à un concert dirigé par Gianluigi Gelmetti, c'était à Yokohama au Japon. If Gianluigi Gelmetti was not there, I didn't become conductor, some kind of that. Without him, my life was so changed. So such a great thing. And this concert will be dedicated to the maestro Gelmetti and from all of my heart.
Ce concert véritablement extraordinaire a été salué par plus de 10 minutes d'applaudissements. Un bel hommage de l'orchestre et du public au maestro disparu. Nous retrouvons Vanessa Dessy pour développer les autres informations du jour. Les étudiants de première année de l'Institut en soins infirmiers ont effectué leur rentrée ce matin. Effectivement, il s'agissait tout d'abord de la promotion aide-soignante de 18 étudiants qui effectueront une année d'études et la promotion infirmière IFSI composée cette année de 30 étudiants. Leur cursus est de 3 ans avant la validation de leur diplôme. Ces deux promotions évolueront certainement tout au long de leur carrière en binôme. Le Monte Carlo Prize a été remis ce week-end. Il s'agit d'un prix international décerné aux meilleures entreprises du monde. Oui, et ce prix se distingue par l'innovation, la technologie, le design et la durabilité en contribuant à la recherche de nouvelles solutions de conception. À travers cette initiative, la société MDO et l'ARCA International récompensent les meilleures entreprises qui suivent un processus de production typique du monde du design. Le prix se fonde sur le fait que pour fabriquer des produits industriels, il est nécessaire d'investir dans la qualité, la technologie, les matériaux et l'ergonomie. Les commerçants du boulevard des Moulins vous donnent rendez-vous du 29 septembre au 2 octobre pour l'opération Revivez vos quartiers. Des animations variées permettront de redécouvrir les rues commerçantes du fameux quartier sous le signe de la convivialité. Cette mesure vise à dynamiser le secteur événementiel et le commerce de détail en principauté en finançant l'organisation d'événements réalisés par des prestataires monégasques au cœur des quartiers. Et puis Anna Vissi était en concert à la Salle des Étoiles ce week-end. Anna Vissi est non seulement une chanteuse grecque reconnue, mais également auteure, compositeur et comédienne. Son succès débute en 1980, notamment grâce à sa performance remarquée lors du concours Eurovision, où elle représente la Grèce. S'ensuivent 2 douzaines d'albums, pour la plupart disques d'or. L'artiste s'est produite sur la scène de la Salle des Étoiles pour la première fois. Une partie des recettes du concert a été reversée à la Fondation Prince Albert II. Autre événement du week-end, la 2e édition du Grand Dîner. Elle a eu lieu au Castel Rock après une première lors du Grand Prix de Formule 1. Frédéric Elion et Pierre Ghiazza y étaient. Le concept a été lancé à Paris il y a 2 ans par Jules Durand et Noam Smadja. Le Grand Dîner, c'est un rendez-vous networking convivial couplé à une soirée de gala. Objectif, sortir les dirigeants d'entreprise et les marques du cadre trop conventionnel et leur permettre de se découvrir sous un autre jour auprès de leurs collaborateurs et clients. Après un premier épisode en principauté en mai dernier, en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le Grand Dîner faisait son retour samedi soir au Castel Rock. À la base, on faisait que Paris et on s'est rendu compte que l'intérêt, l'engouement en tout cas de l'événement avait plus d'impact quand on se greffait à un événement plus important, international. Donc on s'est greffé pour le 14 juillet notamment, là cette année sur le rooftop du Pullman Tour Eiffel. On a fait le Grand Prix de Monaco justement là en 2021, le Yacht Show. Pour le 31 décembre, normalement, on a Courchevel à l'écran blanc. Et voilà, après on essaye de perpétuer justement ces événements à chaque fois en s'adaptant au calendrier, quoi. Après une première partie cocktail, place au dîner de gala et au spectacle avec acrobates, chanteurs et danseuses. Pour chaque soirée, un partenariat est fait avec une galerie ou un artiste. Il y a eu un événement qui avait été organisé justement par le Grand Dîner à Bordeaux pour une fondation, pour une œuvre caritative, Estelle Lefébure, pour la défense des fonds marins. Et c'est là où moi j'avais décidé de aussi prêter main forte à ce niveau-là, à ma manière comme un artiste. L'idée c'est aussi quand on fait de l'art, aller au bout des idées. Et c'est là où on a discuté, on s'est dit pourquoi pas faire une collaboration. Et faire une belle expo aussi en principauté. Une centaine de personnes a participé à ce 2e Grand Dîner à Monaco et au vu du succès des 2 éditions, le concept devrait revenir bientôt en principauté. Et avant de refermer ce journal, les prévisions météo, comment s'annonce ce début de semaine, Vanessa ?
Avec du soleil, Patricia. Demain, le temps sera dégagé durant toute la journée. Une légère brise soufflera sur le pays. Les températures resteront très hautes. Elles oscilleront de 18 à 25 degrés. Le soleil se lèvera à 7h22 et se couchera à 19h19. Et nous fêterons les 27 Las. Merci Vanessa. Et pour clore ce journal, l'hommage rendu par l'Orchestre Philharmonique au maestro Gelmetti hier, une série de photos de Stéphane Dana. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition. Très belle soirée.